Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode qui va être consacré à la review du Snyder Cut que j'ai donc regardé hier pour la première fois. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de minimiser les spoilers, je vais être obligé d'en citer quelques-uns, malheureusement. Euh, mais de base, je vais commencer par vous dire ce que j'ai pensé de ce film qui est selon moi le meilleur team-up, le meilleur film d'équipe de super-héros que j'ai jamais vu. Il y a quasiment tout dans ce film et en fait, je vais, plutôt que d'énumérer les points, enfin, tous tous les aspects point par point, je vais surtout cibler des choses qui m'ont vraiment impressionné dans ce film. Euh, tout ce qui va être point par point, rentrer dans le détail, je pense que je le réserverai à des vidéos qui arriveront dans le futur, euh, qui sont déjà écrites, etc. Et que je vais même pas tarder enfin, que je vais enregistrer à la suite de celle-ci, donc ça arrivera rapidement sur la chaîne. Euh, mais ce qui m'a vraiment impressionné avec ce film, c'est que Zack Snyder et Chris Terrio ont réussi à faire l'impossible. C'est-à-dire qu'en trois films, en une seule trilogie, donc Man of Steel, Batman v Superman et Justice League, ils ont réussi à poser un univers cohérent, rempli et qui est une des bases les plus solides que j'ai vues en termes d'univers partagé pour développer justement des histoires, des personnages autour. C'est-à-dire que à la fin de Justice League, clairement le DC Extended Universe aurait pu partir où il voulait en termes de films solo, en termes de films en duo avec d'autres super-héros, etc. Et ça aurait marché parce que à la suite de Justice League, l'univers est posé et il y a des branches qui sont ouvertes un peu partout sur un peu tous les aspects. Que ce soit la mythologie DC, que ce soit les vilains, que ce soit les personnages, etc. On parle même du multivers, enfin tout était ouvert, les possibilités étaient infinies. Et ils ont réussi à faire ça en seulement trois films. Ils ont réussi à poser cet univers cohérent, encore une fois, en seulement trois films. C'est vraiment, pour moi, l'impossible a été réussi. Alors, on, on peut dire qu'ils ont quand même eu des. J'ai pas envie de dire des facilités parce que je pense que sortir cette version de Justice League était tout sauf facile, mais disons que au cinéma, jamais ils auraient pu sortir Justice League tel quel. Hein. Un film de 4 heures, évidemment, ça n'aurait pas été, présentable au cinéma, mais je trouve que enfin, les 4 heures passent tellement vite que ça aurait été dommage qu'on en soit privé finalement. Euh, donc ouais, la mission est la mission impossible est en fait accomplie hein, avec ce film, ce qui est vraiment beau je trouve parce que c'est beau dans le sens où tout le monde doutait de Zack Snyder et de la trilogie quand à la suite de Man of Steel ils annoncent Batman v Superman, tout le monde dit non c'est trop tôt, c'est trop tôt, il fallait un deuxième film Superman, ils veulent aller trop vite par rapport à Marvel, etc. Ils veulent juste rattraper Marvel, ce qui est, je pense était vrai, hein. Les décisionnaires chez Warner voulaient clairement rattraper Marvel, c'est pour ça qu'ils ont complètement flippé à la suite de Batman v Superman, parce qu'ils se sont rendus compte que bah, c'était pas Marvel ce qu'ils étaient en train de faire à se demander quand même qui chapeautait tout ça quoi. Euh, pour pas se rendre compte que bah, Zack Snyder faisait du Zack Snyder quoi. Donc à partir du moment où vous le signez, fallait s'attendre à ça quoi. Fallait s'attendre à un univers beaucoup plus sombre. Et mais enfin le truc c'est qu'il est sombre et il est cohérent quoi. C'est vraiment ça qui est assez fou et même dommage en fait c'est que cet univers se suffisait à lui-même et était vraiment inédit et aurait été une alternative au film Marvel. Et je pense que même les deux se complètent. C'est-à-dire que si vous voulez des films sérieux, enfin des films où vous ne prenez pas la tête, vous auriez regardé Marvel ou alors vous auriez peut-être regardé Shazam ou Aquaman. Mais si vous voulez quelque chose de plus sérieux, de plus réfléchi, de beaucoup plus travaillé esthétiquement, artistiquement, etc., vous regardez Justice League, vous regardez Batman v Superman et vous regardez peut-être les futurs films. Même Wonder Woman, le premier du nom. Je précise que j'ai pas vu Wonder Woman 84. Euh, vous aviez quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus. Pas forcément sérieux, parce que je pense que chez Marvel ils font du sérieux. Enfin, ils sont sérieux sur leur boulot aussi, mais beaucoup plus terre à terre. Beaucoup plus peut-être. Allez, j'ai envie de dire le mot réaliste, même si c'est pas vraiment ça que je devrais utiliser. Donc en plus de faire l'impossible, hein, comme j'ai dit, en établissant un univers cohérent et parfaitement solide et parfaitement crédible, ils ouvrent encore une fois vers des choses, ils ouvrent des choses vers la mythologie d'essai, et là j'ai pas forcément envie de spoiler, mais
Euh, donc je vais pas en dire beaucoup plus, mais Darkseid a un motif pour venir sur Terre qui ouvre encore une fois une mythologie, enfin toute la mythologie DC est ouverte grâce à ça, quoi. Grâce à ce qui est révélé dans Justice League. Et encore une fois, c'est juste quasiment que le troisième film quand on pense de DC, quoi. Alors certes, il y a Wonder Woman, mais ça développait pas vraiment un univers. Il y a eu Suicide Squad, mais je préfère pas en parler. Limite, il est vraiment irrelevant ce film désormais, Suicide Squad, quoi. Il y a vraiment rien à retirer de ce film. Euh, dans cet univers, je parle. Mais ouais, à la suite de la trilogie, encore une fois, vous aviez l'ouverture vers tout ce que propose DC en termes de personnages les plus puissants et en termes de, ouais, de mythologie cosmique, etc. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Autre aspect qui est réussi pour un film de super-héros en équipe, c'est que le vilain, Steppenwolf, contrairement à la première version de Justice League, est crédible et convaincant. Et là, il est crédible et convaincant parce que dès sa première apparition, il fait flipper tout en démontrant une impression de puissance. Enfin, il fait pas vraiment flipper d'ailleurs, mais il démontre surtout vraiment une impression de puissance. Il dégage quelque chose de puissant. J'avais peur que son armure fasse un peu Power Rangers, mais au final, le fait qu'elle soit vivante et que ce soit véritablement une armure, que ce soit pas sa peau, j'avais peur que ce soit sa peau, alors qu'en fait, c'est vraiment une armure qui le, qui dirige comme il veut. C'est-à-dire que quand il parle, par exemple, à ses supérieurs, il l'enlève pour montrer un signe de respect, etc. Donc c'est vraiment ce vilain est vraiment convaincant, il est vraiment bien puissant, on sent que quand il défonce les Amazones, on sent vraiment sa puissance, pareil chez les Atlantes, etc. On le sent vraiment puissant et surtout il a un background, quoi. Il a vraiment une raison de faire ça, c'est pas genre moi j'arrive sur Terre pour tout défoncer mais en fait je sers juste à mettre l'équipe ensemble. Non, on sent vraiment il avait une raison de lui personnelle de venir sur Terre et c'était un peu sa conviction contre celle de la Justice League et les deux se sont rencontrés dans ce film et enfin encore une fois c'est super bien fait, c'est vraiment super bien fait. Autre mission quasiment impossible, c'était introduire de nouveaux persos en un seul film, donc Cyborg, Flash et Aquaman, même si bon Aquaman du coup il a été introduit par son film solo. On va dire qu'au moment de la chronologie, Justice League, Aquaman, c'était la première fois qu'on le voyait dans un film. Euh, je vais commencer par Cyborg, qui est le personnage qui m'a le plus bluffé de ce film. Et à la suite de Justice League, je peux pas m'empêcher de penser qu'il doit avoir un film de Cyborg. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, mais je crois que oui. Dans les précédentes vidéos, j'avais dit que Cyborg était un personnage qui intéressait personne, qui était vraiment chiant, qui avait pas sa place dans la Justice League alors qu'on devait et on aurait dû avoir Martian Manhunter ou Green Lantern. Et ben, à la suite de ce film, je peux dire que j'étais un gros con de penser ça. Euh, Zack Snyder et Chris Terrio ont traité le personnage Cyborg avec un tel respect et avec un tel travail dessus que c'est enfin encore une fois le personnage qui ressort le plus grandi. En termes de puissance, en termes de morale également, parce qu'il y a cette scène où il est introduit avec la banque numérique. Si vous voyez le film, vous comprenez ce dont je parle. Et rien que cette scène-là montre tout l'aspect moral du perso, toute sa puissance également, parce que enfin, il a une puissance physique, et il a surtout une puissance, comment je pourrais dire ça, logistique si je puis dire, vu qu'il maîtrise en gros tout le web. Il a accès à toutes les données, et on le voit donc avec cette scène-là qui est parfaitement représentée. C'est vraiment un personnage qui ressort grandiose, quoi. Encore une fois, c'est un des persos chez DC qui m'intéressait le moins, mais vraiment le moins. Et là, à la suite de ce film, j'ai vraiment envie de le voir le plus possible. Et malheureusement, ça va pas être possible parce que Ray Fisher, qui a d'ailleurs fait un boulot exceptionnel sur ce personnage-là, de par son jeu d'acteur, alors qu'il a qu'une moitié de visage, hein, donc c'est dire le travail qui m'a été demandé, mais ouais, Ray Fisher, du coup, qui est en guerre avec Walter Hamada, qui est donc aujourd'hui le chef, le décisionnaire chez la branche cinéma de DC. Donc on reverra jamais Cyborg probablement, mais c'est vraiment une honte du coup parce que ce perso est tellement, tellement intéressant et tellement important dans ce film. Et encore une fois, bravo à Chris Terrio, Zack Snyder et Ray Fisher pour avoir mis ce personnage en avant et en avoir fait quasiment un des persos les plus intéressants et les plus puissants de l'univers DC.
Encore une fois, c'est bluffant. Euh, Autre personnage et encore une fois, c'est juste parce qu'il est introduit dans ce film. Il faut bien se dire qu'il a juste eu ce film pour être introduit et c'est même pas lui la star du film. C'est-à-dire que c'est un personnage secondaire, mais il est tellement important et tellement bien travaillé que. Encore une fois, enfin, c'est assez dingue de se dire qu'ils ont réussi à faire ça en un seul film. Et pareil pour Flash. Flash, il est introduit dans ce film. Alors, j'ai eu peur au début parce que je crois une des premières répliques qu'il a où il passe une sorte d'entretien pour avoir un boulot pour promener des chiens, etc. Euh, ces répliques-là m'ont mis limite mal à l'aise. Je me suis dit, oh non, j'aime vraiment pas ce Flash-là. Et en fait, non. C'est-à-dire que ce Flash-là, certes, sert de comic relief. Il a pour détendre l'atmosphère, mais quand les choses deviennent importantes, quand la situation le demande, il sait prendre ses responsabilités et on voit son aspect scientifique, son côté scientifique, le côté scientifique de Barry Allen, le côté réfléchi de Barry Allen. Et on voit qu'il connaît véritablement également ses pouvoirs. J'avais peur que, on l'a vu dans la version Justice League, c'était un Flash qui connaissait pas ses pouvoirs. D'ailleurs, il disait les gars, je me suis jamais battu, je connais pas ces situations-là. Cette version-là de Justice League, c'est pas du tout le cas. Ce Flash-là connaît ses pouvoirs. Ce Flash-là sait de quoi il est capable et quand il doit prendre ses responsabilités à la fin dans une mission, enfin des moments les plus importants, il les prend et, euh, et il est réussi, enfin il réussit à les prendre en tout cas. Et c'est-à-dire du coup on découvre qu'il connaît ses pouvoirs et ce que ses pouvoirs impliquent. Donc encore une fois, ça, vous voyez, ça introduit plus tard. Ça aurait pu introduire plus tard, par exemple, voilà, un Flashpoint, comme c'était prévu. En fait, à la suite de ce film, je comprends parfaitement ce qu'ils voulaient faire avec le DC Extended Universe. Vraiment, tout était posé, en fait. Et du coup, les films Flashpoint, bah non, c'était pas trop tôt pour l'introduire. Vraiment, ce film les avait placés au même niveau que Marvel. Ce que Marvel avait fait en 15 films. Euh, Justice League, enfin, le DC Extended Universe l'avait fait en 3 films. Et je pense qu'à la suite de ce film-là, on aurait été aussi hype qu'après un Avenger Endgame. Très honnêtement, je le pense. En tout cas, en tant que fan de DC, je le pense. Parce qu'il y avait, il y avait tout était en place et là, l'univers était mais, parfaitement positionné, quoi. Vraiment. Je dirais que la seule déception de ce film, c'était Aquaman. Je trouve que c'est un des persos qui a été le moins grandi dans ce film. En même temps, c'est compliqué pour qu'il trouve sa place parce que, à part le fait qu'il y ait une boîte mère, une Motherbox dans à Atlantis, sinon il n'a pas vraiment de raison d'être dans le film. On va dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pas un mauvais personnage, mais il en ressort pas grandi et c'est juste un personnage un peu whatever. C'est vraiment le perso introduit pour faire le nombre, on a l'impression, dans ce film. Et je dirais que c'est ma seule déception de ce cut. Même si, et encore une fois, c'est une déception, mais il n'est pas non plus catastrophique, hein, parce qu'il y a encore une fois des éléments qui a amené vers son film solo, même si bon, il y a quelques incohérences, mais bon, ça, on passera à côté. On a également droit à des easter eggs qui, encore une fois, auraient introduit de nouveaux aspects de l'univers DC. Donc on a l'introduction de Starlab, de Ryan Choi, donc Atom, Marcel Manhunter, on a les lanternes qui sont introduits et on a également John Kent, l'enfant de Superman qui est teasé grâce à un test de grossesse qui se trouve dans le tiroir de Lois Lane. Et, enfin, encore une fois, je me dis que tout était parfaitement introduit et on n'aura jamais la suite. Parce que chez Warner, ils ont pas aimé, les décisionnaires n'aiment pas cette version trop sombre de leur ligue et de leurs comics. Et du coup, ce que vous avez là, cet univers parfaitement posé, parfaitement cohérent, avec des personnages ultra intéressants et ultra prometteurs, comme Cyborg, comme Flash, et ben vous les reverrez plus. Vous les reverrez probablement plus. Alors si Flash, il va avoir son film, mais je pense qu'il va être, il va être uniquement drôle. J'espère me tromper, mais je pense qu'ils vont juste se concentrer sur l'aspect comique du Flash et oublier son aspect sérieux et scientifique. Mais ce Superman, vous le reverrez pas. Ce Cyborg, certainement, vous le reverrez pas, alors que c'est l'introduction parfaite pour lui. Tout ça, encore une fois, juste pour du gâchis, quoi.
Donc, pour conclure, si vous avez vu la version de Joss Whedon au cinéma, je suis désolé pour vous, comme pour moi, je l'ai vu du coup, c'est un peu comme si. En fait, du coup, cette version de la Justice League, c'est un peu comme si. C'est un peu comme si vous saviez que vous allez recevoir un cadeau. C'est un cadeau que vous attendiez depuis un long moment. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, vous, par exemple, à Noël, vous avez vu, en ouvrant un placard ou quelque chose comme ça, le cadeau. Donc, lorsque le cadeau vous est offert, vous pouvez pas être aussi surpris. Vous êtes content, mais vous pouvez pas être aussi surpris que ça. Et en fait, cette version du Justice League, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après avoir vu le film de Joss Whedon, enfin la version de Joss Whedon, vous savez qu'est-ce qui va se passer, mais enfin, du coup, la surprise est gâchée, quoi. Parce que, encore une fois, vous savez ce qui va se passer. Mais ça n'empêche pas que quand ça arrive, de par la BO, euh, de par le traitement qu'il y a eu sur les personnages avant, parce que vraiment, la version de Joss Whedon a charcuté des scènes avec Cyborg, euh, quelques scènes également avec Flash. euh, Enfin, ça les a charcutés, alors que cette version les remet sur le devant de la scène. Et vraiment, que vous ayez vu ou que vous n'ayez pas vu la version de Joss Whedon, je vous encourage véritablement à acheter ce film en VOD. Moi, je l'avais acheté sur YouTube. Euh, je regrette pas un seul instant et j'ai juste envie de les revoir. Les 4 heures passent super vite, super vite. Et c'est vraiment. Enfin, je l'ai pas encore revu une deuxième fois, mais je pense qu'après l'avoir revu une deuxième fois, ça pourrait peut-être passer en termes devant Batman v Superman en tant que film préféré, personnellement. Et c'est assez cool de se dire que DC, en l'espace de 15 ans, a quand même fait quasiment 3 chefs-d'œuvre, selon moi en tout cas, avec The Dark Knight, Batman v Superman et la Justice League. Comme quoi, il y a vraiment. Enfin, quand les réalisateurs ont le contrôle total de l'histoire qu'ils veulent raconter et la façon dont ils veulent raconter, ça produit des chefs-d'œuvre. Et malheureusement, ça sera peut-être plus jamais le cas. C'est vraiment dommage. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, je vais faire d'autres vidéos sur ce film et sur ce que ça peut ouvrir, en espérant que HBO Max se rende compte qu'il y a un public qui attend une suite à cet univers. Et on va partir là-dessus, euh, sur les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci, portez-vous bien, et je vous retrouve donc quand vous le souhaitez pour de nouveaux épisodes sur le Snyder Cut. A très bientôt.